Hello, c'est Guillaume, ingénieur en finance de marché. Ça y est, semaine du 15 août, on est nombreux à être en vacances et profitons de ce moment pour lever la tête du boulot et se demander sur quoi investir son argent en ce moment. Justement, ça tombe bien, nous sommes dans une période de soldes sur les marchés et des soldes même sont à venir pour certaines actions. Donc voilà, ça c'est autant sur actions PEA que actions CTO. Alors pourquoi ne pas en profiter dès le mois d'août? Pour t'aider dans tes investissements, aujourd'hui je vais te partager mes analyses fondamentales sur 7 actions PEA et CTO avec mes objectifs sur leurs actions et leurs risques associés bien sûr pour que tu puisses prendre des décisions toujours plus pragmatiques pour ton portefeuille d'actions. Sachant que je te parlerai au passage de mon prochain live mensuel ce samedi. Allez, c'est parti, on commence avec l'action PEA Schneider Electric. Schneider, c'est le spécialiste mondial de la gestion d'énergie des systèmes d'automatisation qui affiche une performance de plus 31% sur le 12 mois glissant du haut de ses 118 milliards d'euros de capitalisation boursière. Donc voilà, cette grande entreprise adresse de nombreux marchés finaux tels que des bâtiments résidentiels, des bâtiments commerciaux, industriels, aussi des data centers avec sa capacité sur les produits électriques basse et moyenne tension, des services, des systèmes et des équipements de contrôle d'automatisation. Et aujourd'hui, sur un grand nombre d'équipements, Schneider est considéré comme étant le leader mondial, rien que ça. Aujourd'hui, Schneider est dans des marchés qui sont en pleine expansion, avec une croissance cible à plus 8% par an en moyenne à moyen terme. Et quand je dis à moyen terme, c'est plus 8% par an jusqu'à estimation horizon 2028. Donc aujourd'hui, Schneider performe bien dans ces conditions de marché, appuyé par une croissance des volumes de commandes et une évolution positive de ses marges brutes, avec notamment son segment logiciels et services qui dépasse les 20% de marge opérationnelle, produisant un cash flow qui est important, donc du cash qui rentre concrètement dans l'entreprise, avec potentiellement plus de 6 milliards d'euros attendus pour cette année 2024. Et du cash qu'elle utilise pour racheter ses propres actions, pour soutenir son cours, car tu le sais peut-être, à capitalisation constante, quand une entreprise rachète des actions, elle fait mécaniquement monter le prix unitaire de ses actions. Donc voilà, elle utilise aussi son cash pour acquérir des plus petits acteurs sur son industrie à coup de ce qu'on appelle des fusions-acquisitions. Et elle en profite aussi pour rémunérer davantage ses actionnaires avec un dividende autour de 1,8% par an. Aujourd'hui, cette action, elle reste plutôt à dominante croissance avec un petit dividende bien sûr. Alors, je te parle aujourd'hui de l'action Schneider Electric car c'est une entreprise qui a délivré de bons résultats à sa dernière publication ce 31 juillet dernier. Elle a affiché une croissance à plus 7% rien qu'au deuxième trimestre 2024. Des cash flows dépassant les 3 milliards à plus 15% de croissance et des bénéfices nets à 2,2 milliards, soit une croissance de plus de 10%. Donc tiré bien sûr par une croissance à 2 chiffres en Amérique du Nord et sa division énergie bien sûr qui dépasse les attentes à plus 10% de croissance. Ainsi, le top management de Schneider rehausse ses ambitions pour 2024, ce qui est bon signe quand une entreprise surenchérit sur un trimestre record. Ça démontre ici la confiance dans les indicateurs internes du top management. Donc moi là, dans ces conditions, je reste naturellement optimiste sur l'action Schneider Electric. Je conserve mon objectif de prix à 250 € l'action pour la fin de l'année, soit encore plus 19% de potentiel de croissance en un peu plus de 4 mois seulement, avec un risque que je juge acceptable aujourd'hui de 29%. Et pour rappel, le niveau de risque attendu que je te partage ici, accessible via l'application des investisseurs pragmatiques, il te permet de comparer des entreprises entre elles en termes de niveau de risque pour voir en termes de variation attendue sur leur prix de leur action, horizon 6 mois, quelle est l'entreprise la plus risquée et laquelle tu pourrais ajouter en portefeuille selon ce niveau de risque. Donc ici, un risque de 29% pour Schneider, c'est tolérable pour moi. Ça nous indique voilà, qu'il y a un risque qui est au niveau que j'estime moyen et donc incite à une détention à minima moyen terme pour amortir ce risque. Donc moi, je ciblerai personnellement un potentiel de plus 8% de croissance en moyenne par an pour l'action Schneider Electric à ces niveaux. On enchaîne avec la déception récente sur Stellantis que je t'avais partagé en réaction de sa dernière publication de résultats dans ma vidéo de juillet où j'ai analysé 17 actions carrément. Donc voilà, Stellantis en faisait partie et affichait un résultat que j'ai estimé médiocre pour ce premier semestre 2024. Donc voilà, aujourd'hui l'action Stellantis, elle dévisse encore, elle atteint les 14 € l'action, soit moins 16% en 12 mois.
et retrouve les 50 milliards de capitalisation boursière. Alors bien sûr, tout n'est pas perdu, loin de là, rassure-toi, sur Stellantis. Ce géant de l'automobile, il est aujourd'hui à la fois victime d'une faible dynamique commerciale au deuxième trimestre, avec une baisse importante des volumes de vente de voitures. Donc notamment en Amérique du Nord, son premier marché, qui représente pour rappel 46% de son activité en termes de chiffre d'affaires, où le groupe a carrément lâché des parts de marché à ses concurrents dans un contexte de ralentissement au deuxième trimestre. Et ça s'explique avec sa politique de déstockage notamment. Alors aujourd'hui, certes, Stellantis conserve une marge opérationnelle qui est supérieure à 10%, il faut quand même le saluer. Elle a quand même mis en place des mesures de réduction des coûts drastiques afin de profiter aussi de ces synergies petit à petit suite à sa fusion. Ça, c'est normal, c'est attendu. Mais voilà, les chiffres restent décevants, notamment au niveau de ses cash flows, avec moins d'argent qui rentre et davantage d'argent qui sort suite à des investissements massifs. On va y revenir. Donc ces mauvais chiffres, ils témoignent d'un pari perdu à court terme pour Carlos Tavares, le PDG, mais pas à long terme. Donc voilà, il nous annonçait quand même le PDG une croissance, une tendance en tout cas résiliente dans le sillage du premier trimestre de l'année. Bon, maintenant, cela dit, aujourd'hui, il maintient sa stratégie qui reste ambitieuse dans cet environnement qui est plus compliqué pour l'auto. Aujourd'hui, la stratégie de Stellantis, elle est quand même agressive, avec à la fois l'ambition d'une production blitz, donc pour sortir de nombreux nouveaux modèles compétitifs, dont déjà une bonne dizaine ont vu le jour rien qu'au premier semestre 2024, et qui sera suivi aussi par 10 autres nouveaux modèles, plus innovants encore, pour le deuxième semestre 2024. Donc on fera bien sûr le bilan sur ce Production Blitz courant février 2025 pour sa publication annuelle de résultats, bien entendu. L'idée pour Stellantis est de toucher une large surface de clients potentiels, avec notamment des modèles électriques low cost, entre guillemets, des 23 000 € hors aide européenne ou d'État, et des modèles plus classiques, hybrides et essence, le tout avec plus d'informatique embarquée à bord, dans un style plus futuriste aussi, notable, qui se veut naturellement répondre à la demande de ses clients. Donc voilà, aujourd'hui Stellantis a une stratégie qui est ambitieuse, à spectre large si tu veux, qui coûte de l'argent à mettre en place à long terme, et qui explique en grande partie ces investissements colossaux ce début d'année, qui cumulés à la déception des ventes au Q2, creuse un trou tout simplement dans ses cash flows. Cependant, Stellantis peut se permettre ce pari, il en a les moyens, car l'entreprise est assise sur une montagne de cash qu'il faut utiliser pour faire des investissements. Et souvent, c'est en période de ralentissement où investir, en tout cas les plus grosses qui ont une bonne vision à long terme et un bon projet, peuvent arriver à préparer des nouveaux modèles pour ces périodes de reprise qui sont entre guillemets tactiques. Et ça, c'est une tactique qui historiquement a apporté du succès à de grands constructeurs automobiles. Donc bref, aujourd'hui factuellement, Stellantis reste bien évidemment value des côtés. Donc voilà, c'est une action valeur au deuxième trimestre 2024. C'est aujourd'hui un investissement à moyen terme que je prends personnellement, car sur le court terme, au mieux, on pourrait voir une renormalisation de ces cash flows. Au mieux, disons au S1 2025, donc premier semestre 2025, donc horizon 6 à 8 mois en termes de tendance. Donc oui, fondamentalement, aujourd'hui, ce n'est pas l'action qui vend le plus de rêves, on est d'accord. Le pari ici pour un investisseur, c'est d'avoir confiance en la stratégie de son PDG pour mener à la réussite un groupe aussi imposant et à fort potentiel qui est Stellantis. Donc oui, Carlos Tavares a du talent, ses équipes aussi, ça c'est incontestable. C'est un pari sur un super constructeur automobile européen qui est, pour rappel, parfois laissé tomber par l'Union européenne, puis rattrapé de temps en temps, donc selon comment le vent tourne. Donc voilà, il y a ça aussi à suivre avec différents scandales sur certains moteurs, etc. Mais voilà, aujourd'hui, il y a des objectifs qui sont quand même irréalisables dans certaines lois européennes avec les fins des voitures thermiques notamment, c'est un des exemples. Mais voilà, ce type d'exemple nous montre par le passé qu'il sera une nouvelle fois repoussé par l'Europe parce qu'il n'y a pas l'infrastructure qui est en place pour ça et ni le pouvoir d'achat des ménages qui suivraient pour ce type de transformation majeure. Donc voilà, aujourd'hui Stellantis en 2024 reste exposé aux zones de croissance clés que sont l'Asie et les États-Unis, avec de nombreuses lignes d'innovation technique aussi qui sont en cours de mise en place pour faire évoluer leur modèle. Donc ça, c'est quand même à noter et qui pourrait, dans le cadre d'une reprise en 2025, être porteuse et retrouver de nouveaux prix pour son action que j'estime au-dessus des 20 € pour cet horizon de temps. Donc voilà, moi, dans ces conditions, je conserve
un avis positif, avec un objectif de prix personnel à 24 € pour le S1 2025, tout en acceptant un risque de 35% à court terme et un niveau de risque qui n'est acceptable qu'en portant une position à moyen terme bien sûr sur Stellantis. Allez, on enchaîne ensuite avec LVMH. LVMH, une des actions qu'on me demande d'analyser le plus souvent. Donc là, je fais encore un point dessus entre 6 autres actions pour faire plaisir à ceux qui me la demandent. Aujourd'hui, elle est à 638 € l'action. Ça donne bien entendu envie de recharger à ces niveaux sur le leader du luxe, qu'on peut voir comme un ETF luxe d'ailleurs, par sa diversification géographique bien sûr, en termes de division aussi, à l'exception peut-être d'une concentration sur une marque de grande qualité qui est Louis Vuitton. Donc oui, c'est indéniablement une action à long terme, très présente dans les portefeuilles PEA des Français qui investissent en bourse, avec une capacité de délivrer un bon potentiel de croissance à long terme, sachant qu'elle est potentiellement en solde l'action LVMH aujourd'hui suite à une mauvaise publication de résultats au deuxième trimestre 2024 avec un moins 8% sur son résultat opérationnel courant, mais une marge qui se maintient quand même avec 25,6%, donc portée par sa division star de la maroquinerie et comme par son habitude par les sacs Louis Vuitton qui sont assez résilients en temps de ralentissement, et même quand ce ralentissement vient de sa zone clé de croissance, j'ai nommé la Chine. Donc oui, les résultats en Chine ont déçu sur tout le segment du luxe, à l'exception d'une action, Hermès, seule valeur résiliente en Chine que j'avais analysée dans une vidéo précédente. Donc voilà, aujourd'hui on a un ralentissement sur la consommation au deuxième trimestre, c'est indéniable, malgré la ligne du dragon en Chine. Voilà, j'en ai pas mal parlé, donc ça explique ce ralentissement global du groupe LVMH. On a quand même moins 14% au deuxième trimestre avec moins 10% sur l'ensemble du premier semestre 2024 sur la partie Asie de son chiffre d'affaires. Donc voilà, c'est un repli fondamental si on veut, un repricing de son cours à la baisse suite à des résultats décevants en Chine. Après oui, on parle ici de LVMH et bien que son résultat net soit en baisse autour de moins 14% contre l'an dernier, on connaît bien entendu son potentiel à long terme. C'est donc pour un investisseur qui voit à long terme un bon moment pour investir, à mon avis personnel, sur LVMH. Ainsi, dans ces conditions, je conserve mon avis positif bien entendu sur LVMH avec un objectif de prix cible à 800 € l'action courant S1 2025. Le tout avec un risque en hausse de 32% pour l'action LVMH. Donc voilà, ici, pour un investisseur qui débuterait, ce serait ce mois d'août un point d'entrée intéressant sur l'action à 600 € et quelques l'action dans le cadre d'un investissement à long terme. Notamment pour ceux qui me partagent qu'ils conservent actuellement toutes leurs économies en euros et font confiance d'une certaine façon au gouvernement pour préparer leur retraite. Donc pour ceux qui se sentent concernés, j'ai envie de partager un petit message, petit clin d'œil. Est-ce que tu penses que confier ton argent durement gagné à l'État pour ta retraite est une bonne stratégie vu comment les comptes publics sont gérés, avec autant de déficits à répétition? Ou encore, penses-tu que tout conserver en euros et de te laisser te faire dévaluer par l'inflation année après année, est-ce que c'est vraiment une bonne idée? Si tu veux, ça se calcule, tu peux aller simuler ta croissance potentielle et la dévaluation de l'inflation avec un petit outil en ligne gratuit que j'ai développé. J'ai appelé ça le simulateur de croissance tout simplement, c'est sur guistorm.com. En bref, personnellement, moi quand je regarde les comptes de Bernard Arnault, le PDG de LVMH, ça m'inspire beaucoup plus confiance que la gestion de l'État. Donc voilà, LVMH avec des bénéfices nets significatifs et une croissance à long terme anticipable. Donc oui, moi dans ces conditions, je préfère de très loin prendre un risque de 32% à court terme et viser une croissance de 8 à 10% en moyenne par an à long terme sur LVMH que de compter sur l'État-providence qui dévalue la retraite. Voilà, tout est une question de risque et après chacun est libre de faire ses propres choix après tout. Au passage, pour ceux qui sont intéressés pour devenir des investisseurs pragmatiques, j'organise ce samedi 17 août à 14 h un live privé où je te partagerai mes actions du moment avec les dernières mises à jour sur ma stratégie d'investissement pour profiter de ces soldes d'été. Et je répondrai comme d'habitude à toutes les questions des membres du club privé des investisseurs pragmatiques, avec aussi la rediffusion qui sera accessible au club privé des investisseurs pragmatiques. Voilà, en bref, c'est le moment idéal pour nous rejoindre et profiter du live ce samedi. Plus d'informations sur mon programme premium sur mon site web guistorm.com. Allez, on enchaîne avec une action américaine bien connue, j'ai nommé Home Depot à 384 $ l'action qui affiche une croissance de plus 5,6% sur 12 mois glissants
et bien plus sur le plus long terme. L'action délivre carrément une performance de plus de 1300%. Alors, ce géant de la consommation cyclique et de l'industrie des détaillants spécialisés, il pèse plus de 350 milliards de dollars de capitalisation boursière. Pour ceux qui ne connaissent pas, Home Depot offre une vaste gamme de produits couvrant tout ce qui concerne l'amélioration de la maison, des matériaux de construction, aux appareils électroménagers. C'est un peu un mix entre brico-dépôt, boulanger si tu veux. Ça va permettre de répondre donc à des besoins qui sont très variés de leurs clients et apporte aussi une certaine diversification des revenus auprès de bricoleurs amateurs et de professionnels aussi. Donc voilà, ça fait un peu le roi Merlin d'artiste, si tu veux, ce type d'activité-là, mais en beaucoup plus gros aux USA, avec plus de 90% de son chiffre réalisé aux États-Unis pour Home Depot. Sa stratégie commerciale, elle repose sur un modèle de distribution omnicanal, c'est-à-dire que Home Depot combine, si tu veux, efficacement ses magasins physiques et avec une plateforme en ligne permettant aux clients de commander en ligne, de récupérer en magasin ou de se faire livrer rapidement, ce qui renforce aussi la commodité et l'accessibilité de son offre. Home Depot a aussi un deuxième axe stratégique, ce sont bien sûr ses programmes de fidélisation pour les professionnels. Donc en plus de servir les consommateurs, Home Depot cible également les professionnels du bâtiment avec des offres spécifiques, des réductions des tarifs de gros, des services de livraison sur chantier avec des garanties qui sont solides et qui diversifient bien sûr sa clientèle. Donc Home Depot, ça reste un business qui est concret, facilement compréhensible par tous avec une base de clients particuliers et professionnels qui sont solides, le tout avec une activité sous-diversifiée sur son industrie, le bois, la plomberie, la peinture, le jardinage, etc. Aujourd'hui, Home Depot n'a pas encore publié au moment où je tourne cette vidéo et à la lumière de son premier trimestre, on peut s'attendre à une dynamique résiliente, bien que potentiellement en baisse, vu les chiffres du chômage américain dont je t'ai partagé à la dernière vidéo, et d'une activité potentiellement en baisse de l'économie américaine. Donc ça, on ne peut pas ignorer l'aspect macroéconomique qui devra en théorie impacter son marché américain. Néanmoins, elle devrait tout de même délivrer plus de 3 milliards de dollars sur 3 mois et une marge brute à plus de 33%. Donc voilà, ça reste un business qui est historiquement très rentable et qui est résilient en temps de crise malgré des petits cycles. Donc disons, même si on voyait une éventuelle baisse de 5%, aller au pire des cas, ça serait facilement encaissable et rattrapable pour le groupe, sachant que Home Depot affiche aujourd'hui un risque qui me paraît vraiment acceptable à moyen terme, il est autour de 25%, et donc qui pourrait être pour moi l'occasion de diversifier mon portefeuille d'actions CTO sur des actions à long terme sur l'économie américaine, sur des business résilients grâce à sa bonne marge opérationnelle. Donc bref, c'est ici dans un contexte d'un investissement à moyen terme que je souhaiterais me positionner sur Home Depot. Donc voilà, pour un investissement horizon 2028. Et vu sa tendance et sa capacité à enjamber les crises, ça ne me surprendrait pas qu'Home Depot soit capable de délivrer une bonne croissance donc sur ces 4 ans, horizon 2028. Moi, dans ce contexte, pour Home Depot, j'aurai un prix cible à 500 $ l'action, donc horizon 4 ans 2028, donc à moyen terme, ce qui donnerait un 31% de performance sur 4 ans. Voilà, tu me dirais, voilà, c'est que 7% de croissance en moyenne, mais voilà, c'est un risque qui est quand même assez faible, 25% à court terme à prendre en compte. Ensuite, on va analyser l'action CTO Walmart, le supermarché le plus connu des USA qui pèse plus de 500 milliards de dollars de capitalisation boursière avec son action qui affiche une performance de plus 27% sur 12 mois à 67 $ l'action et qui a été carrément capable de délivrer 300% de croissance sur 20 ans. Walmart a une activité qui est tout de même bien concentrée aux États-Unis avec plus de 82% de son chiffre d'affaires. Elle affiche historiquement des résultats qui sont solides aussi et donc une croissance régulière à travers le temps. Donc là, tu as compris, on reste dans le thème d'entreprise au business solide américain en période de solde pour cette vidéo. Donc voilà, Walmart, c'est un géant du mart américain qui est connu pour ses prix bas quotidiens, tout simplement. Une de ses stratégies assez connues, c'est de proposer des prix bas tous les jours sur certains produits, ce qu'on appelle les Everyday Low Prices, qui attirent une large clientèle à la recherche de bonnes affaires, tout simplement. Ça lui permet de rester compétitif, même face à d'autres détaillants et plateformes en ligne. Avec un Walmart qui, au premier trimestre, se permet même de rehausser ses objectifs sur l'année 2024 avec une croissance de 6%, qui est attendue sur les ventes du groupe pour les analystes américains, malgré un deuxième trimestre décevant pour l'industrie dans un contexte de hausse du chômage des États-Unis. Donc voilà, pour moi, le groupe, il devrait publier cette semaine, ce 15 août. Ici, je m'attends à des résultats
moins bon qu'attendu. Donc voilà, encore une fois, on ne peut pas ignorer la macro et les mauvaises données économiques américaines, mais aujourd'hui, moi, je me place à l'écoute pour profiter d'éventuels soldes sur Walmart en cas de forte sanction du titre sur le marché américain. Parce que c'est quand même une action dans ma liste de surveillance en ce moment, dans l'idée de diversifier mon portefeuille sur actions CTO, sachant qu'aujourd'hui, je trouve Walmart plutôt cher fondamentalement parlant. En tout cas, c'est la plus chère de la vidéo que je te présente aujourd'hui en termes de facteurs de bénéfice, avec un x35 tout de même. Donc ici, c'est un peu les soldes théoriques en anticipation de mauvais chiffres sur Walmart, donc en supposant que les résultats du 15 août seront plus décevants que prévu et que l'entreprise revienne sur sa tendance à moyen terme. Car sur le long terme, Walmart peut être une opportunité pour moi pour s'exposer progressivement à la consommation américaine dans un business historiquement résilient des supermarchés américains avec une marge brute à 24% tout de même, avec un risque acceptable autour de 21%. Donc voilà, moi j'aimerais l'acheter à un niveau bien plus bas avec un objectif personnel de plus 6, plus 7% de croissance par an à moyen terme. Allez, on va regarder de plus près l'action Caterpillar, l'action CTO du secteur industriel américain à 338 $ l'action. Caterpillar affiche aujourd'hui plus 18% de performance sur 12 mois et carrément plus 1300% sur 20 ans. Aujourd'hui, l'entreprise a une position de leader mondial dans la fabrication d'équipements de construction et d'exploitation minière, ce qui lui confère une forte influence sur plusieurs secteurs clés, notamment les matériaux et industriels. L'entreprise, elle bénéficie de marges bénéficiaires qui sont robustes. Elle a quand même un modèle économique qui est bien diversifié, qui inclut non seulement la vente de machines pour 40% de son chiffre d'affaires, mais aussi des services après-vente, de la location, offrant ainsi des revenus qui sont récurrents. Caterpillar est bien positionné pour capitaliser sur des investissements mondiaux dans des infrastructures et les projets de développement urbain. Ça lui assure des perspectives de croissance à long terme avec 50% d'exposition de son activité aux USA, 20% en Europe et Moyen-Orient et un bon potentiel de croissance tout de même en Asie qui représente aujourd'hui 18% de son chiffre d'affaires. Alors, ce 6 août dernier, Caterpillar a publié ses résultats du deuxième trimestre 2024 en affichant une baisse de ses volumes qui était attendue dans la continuité, comme d'habitude dans ces vidéos que je te rappelle, des mauvais chiffres sur l'emploi américain et des indicateurs en anticipation de l'économie américaine qui sont en demi-teinte. Donc voilà, aujourd'hui, Caterpillar délivre tout de même, on va le noter, 3,4 milliards de profits. Donc on a un ralentissement ici de 5% à noter, avec une marge opérationnelle qui, elle, se maintient tout de même autour de 21%. Donc voilà, ça reste un business qui est résilient en période de ralentissement et qui reste intéressant pour un investissement à long terme. Ici, son facteur de bénéfice, il reste même un des plus attractifs que les deux dernières entreprises US que je viens de te présenter, à seulement x15 de PE ratio anticipé pour ses résultats de 2024. Ce qui reste attractif comparé à ces facteurs de bénéfice historiques si on regarde sur l'application des investisseurs pragmatiques. Ainsi, cette dynamique aujourd'hui sur Caterpillar me donne envie d'encaisser les 32% de risque dès ce mois d'août en me positionnant à moyen terme sur l'action et ainsi cibler un prix à moyen terme, disons horizon 2028, de 445 $ l'action, soit un potentiel aussi de 7% annuel moyen. Allez, on enchaîne avec l'action CTO Booking, le fameux site de réservation d'hôtels pour particuliers, avec son action qui peut paraître chère sur CTO en prix, du haut de ses 3443 $ l'action, mais pas forcément cher fondamentalement parlant. Donc voilà, aujourd'hui Booking affiche plus 6,45% de performance sur 12 mois avec une baisse notable de 600 $ quand même sur son cours en 30 jours seulement. Donc ça pourrait être pour Booking l'occasion d'avoir une opportunité d'achat potentiel sur son action. Donc voilà, Booking, c'est le site numéro 1 de la réservation de nuit d'hôtel. Je pense que tu connais très certainement, c'est très pratique. Et étant dans une position de site le plus utilisé, ça donne des avantages. Ça attire le plus grand nombre d'hôtels qui postent sur le site, donc côté offre client, et le plus grand nombre de clients avec aussi une offre C2C en plus de l'offre B2B. Donc bref, c'est une référence aux États-Unis, en Europe et aussi dans une bonne partie de l'Asie. Aujourd'hui, Booking affiche une croissance de 7% au deuxième trimestre, le tout avec plus 15% de croissance carrément sur ses bénéfices nets, les portant à 1,5 milliard de $. C'est une performance qui est remarquable dans ces conditions de marché, avec une croissance anticipée sur ses bénéfices qui, elle, reste aussi intéressante, qui nous amène à un Booking pas si cher que ça, avec un PE ratio qui me paraît pas si élevé aujourd'hui dans ces conditions, avec un x 19,5 de facteur de bénéfice anticipé
pour 2024. Donc voilà, pour ce type de business, ça peut se concevoir, à mon sens, de payer ce niveau de cherté. Je vois ici Booking comme une opportunité personnelle pour moi pour diversifier mon portefeuille d'actions CTO sur un leader du service en ligne d'hôtellerie, le tout avec un risque de 33% apporté à court terme avec un principe personnel de 4100$ l'action. Horizon premier semestre 2025. Voilà, maintenant pour profiter de ma totale indépendance, j'ai créé pour toi 2 outils gratuits avec un simulateur de croissance de portefeuille et un comparatif en ligne des courtiers pour actions PEA et CTO. Tu peux y accéder librement sur mon site web guistamp.com et pour ceux qui veulent aller encore plus loin et débloquer l'application des investisseurs pragmatiques à vie sans abonnement pour comparer les risques attendus des actions américaines et européennes ainsi que leurs bénéfices anticipés pour que tu puisses vraiment sélectionner les meilleures actions du moment. Tu peux te rendre sur guistamp.com, mon site web, dans la rubrique Programme Premium pour en savoir plus. Sur ce, comme d'habitude, restons pragmatiques et bon mois d'août à tous. Allez, ciao.